Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment utiliser le PEA, plan d'épargne en action, pour faire travailler ton épargne. En quelques minutes, tu vas comprendre qu'est-ce que le PEA, comment il fonctionne, quoi acheter, combien investir et comment lancer ton premier investissement dès aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Libert, fondateur de TLB Investor, un accompagnement personnalisé dans lequel on accompagne chaque mois avec mon équipe des épargnants comme toi à faire travailler leur épargne simplement et efficacement. Le lien est directement dans la description si tu souhaites nous rejoindre. Ceci étant dit, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager à la fin de celle-ci mon plan d'action en 5 étapes qui va te permettre de commencer dès aujourd'hui. Ceci étant dit, on se retrouve sur l'iPad pour la partie numéro 1, ça va être comprendre le PEA. Alors déjà, qu'est-ce qu'un PEA si tu ne sais pas? Ça veut dire plan d'épargne en action. C'est une enveloppe d'investissement optimisée fiscalement et on va le voir justement quels sont les avantages que tu peux avoir avec ça tout à l'heure. L'objectif, c'est quoi? C'est d'investir sur des actions et des ETF. C'est pas ce que c'est un ETF, c'est tout simplement un groupement d'actions pour faire très simple. Ça fonctionne en 2 compartiments. Premièrement, il y a l'espèce, c'est là où va être stocké l'argent que tu vas déposer sur ce PEA. Et deuxième partie, ça va être les titres, donc c'est là où tu auras du coup les actions et les ETF qui sont réellement investis sur les marchés financiers. Pourquoi maintenant c'est important d'investir sur un PEA en bourse et pas d'investir sur un compte titre, sur une assurance vie, sur du coup les autres enveloppes qu'on peut utiliser? Le PEA aujourd'hui, c'est la façon la plus efficace pour moi de faire travailler ton épargne en France simplement sans avoir d'énormes connaissances financières. Le PEA, pourquoi? Parce qu'il y a un gros avantage fiscal, donc ça on va le voir tout à l'heure le détail, mais c'est quand même très intéressant. L'accès aux meilleurs ETF mondiaux, donc tu auras énormément d'ETF, donc clairement, tu as le choix. C'est sûr que tu n'auras pas tout, mais tu as quand même énormément de choix et tu as assez pour te diversifier. Ensuite, tu as zéro impôt, donc pas zéro impôt tout le temps ad vitam aeternam, mais tu as zéro impôt tant que tu ne retires pas l'argent. C'est ce qu'on appelle une enveloppe à vase clos. Donc, tant que tu ne retires pas, tu ne payes pas d'impôt. Et ça, c'est quand même très avantageux quand on a envie de capitaliser, surtout quand on est dans une phase de capitalisation. Peut-être que c'est ton cas de ton côté. C'est bien plus rentable, bien sûr, qu'un livret A ou un LDDS. Je pense que je n'ai pas besoin de te faire un dessin là-dessus. On ne tourne pas à 1 ou 2%. La bourse rapporte en moyenne 10% par an. Si on prend par exemple le S&P 500, donc un indice boursier américain qui a été créé en 1957, c'est environ 10% par an. Donc largement plus rentable que le livret A et le LDDS. Ensuite, c'est automatisable. Tu peux faire du coup des achats tous les mois de la même chose, ce qu'on appelle du coup du DCA, Dollar Cost Average. C'est d'investir chaque mois la même somme sur le même ETF, sur la même action, etc. Et c'est accessible dès 5 euros. Je ne vais pas te recommander d'investir que 5 euros par mois, surtout avec les frais, etc. Au final, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent et surtout, tu ne vas pas être très engagé. Si tu investis 5 euros par mois, ça fait 60 euros à l'année. Moi, je conseille plutôt d'investir au moins 50-100 euros par mois pour être vraiment engagé dans le truc et pouvoir avoir de vrais résultats qui sont parlants et qui donnent aussi envie d'investir plus et de s'intéresser encore plus au sujet. Quelles sont les conditions maintenant pour ouvrir un PEA? Déjà, il faut être majeur, il faut avoir 18 ans, il faut être résident fiscal en France. Donc, c'est pas résident en France, c'est résident fiscal. Tu dois payer ton imposition en France, tu dois avoir la fiche d'imposition qu'on déclare chaque année. Donc, ça, c'est extrêmement important, sinon, du coup, tu ne pourras pas ouvrir ton PEA. C'est limité à un PEA par personne physique. Les personnes morales, donc les entreprises, ne peuvent pas avoir de PEA. J'aurais pu le spécifier ici. Et si tu es en couple, du coup, tu peux avoir bien sûr un PEA par personne. Ensuite, tu as un PEA jeune qui existe depuis 2019. Parce que moi, justement, quand j'ai commencé à investir, il n'y avait pas de PEA jeune encore. Et après, c'est arrivé. Donc, vraiment intéressant pour les jeunes aujourd'hui. Du coup, il y a un plafond de 20 000 euros de dépôt. Et ensuite, ça peut aller plus loin avec du coup, les gains que tu fais et les intérêts composés. Mais 20 000 euros, c'est déjà pas mal quand on est jeune. Et sinon, il existe aussi le PEA PME, donc PME pour petite et moyenne entreprise, comme son nom l'indique. Et là, du coup, c'est un plafond qui est complémentaire au PEA actuel. Et le PEA actuel, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, le plafond, c'est 150 000 euros de dépôt. Et bien sûr, on peut aller bien plus loin avec les intérêts composés. Je connais même des personnes qui ont déjà des PEA à plus de 500 000 euros parce qu'ils ont investi pendant un nombre d'années qui était assez conséquent. Comment ça fonctionne maintenant? Très simple. Tu envoies ton argent sur le broker ou à ta banque, là où tu as créé ton PEA. Il arrive dans la partie espèces. Ensuite, tu l'investis sur des ETF ou des actions.
et ensuite ça apparaît directement dans la partie titres. Et souvent on ne voit pas trop la différence, ça dépend des banques ou des courtiers que tu utilises pour investir ton argent, mais souvent tu vois même pas trop la différence entre le socle espèces, ça te met juste liquidité disponible ou espèces disponibles, mais tu vois pas qu'il y a deux comptes séparés, mais en réalité il y en a quand même un, il y a deux parties à ce niveau-là. Partie maintenant numéro 2, comment ça fonctionne et comment fonctionne surtout la fiscalité. Je pense que c'est ce qui t'intéresse si tu regardes cette vidéo, tu as cliqué, à mon avis tu sais ce que c'est un petit peu un PEA, et là on a vu un petit peu les bases, maintenant on va voir plus dans les détails comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce que tu peux acheter sur un PEA? Tu peux acheter des actions européennes, des actions bien sûr françaises, et tu peux acheter des ETF du monde, des ETF du S&P 500, du Nasdaq 100, via des ETF synthétiques. Parce que peut-être que tout à l'heure tu t'es dit ok, ouais du coup le PEA c'est bien, il y a un avantage fiscal mais il doit sûrement y avoir des défauts. Bah oui il y en a un, c'est que tu peux pas acheter des actions américaines comme on va le voir juste après, mais ou des ETF qui sont américains par exemple en physique, mais tu peux acheter que des ETF qui sont synthétiques, mais qui sont très sécurisés avec des contrats swap, etc. On va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais globalement c'est sécurisé, ça existe depuis des dizaines d'années à ce niveau-là. Ensuite, tes fonds, ils sont investis majoritairement du coup sur des actions européennes, donc ça faut le retenir. C'est sûr que forcément les actions US sont forcément plus rentables si on regarde de toute façon toutes les plus grosses entreprises, les GAFAM, etc. Ils sont aux US, mais c'est pas pour autant que c'est pas du tout rentable d'investir sur un PEA, comme je t'ai dit, comme tu pourras avoir le S&P 500 avec un ETF synthétique, avec de la réplication, et comme ça tu pourras bénéficier un petit peu du meilleur des deux mondes, la fiscalité du PEA avantageuse et les performances du marché américain. Et qu'est-ce que tu ne peux ne pas mettre sur ce PEA? Tu ne pourras pas mettre d'obligation. Alors qu'est-ce qu'est une obligation? Pour faire très simple, c'est tu prêtes de l'argent à quelqu'un, à une entreprise, à un État, et ensuite il te le rend avec des intérêts. Du coup, par exemple, c'est si tu as une assurance vie aujourd'hui et que tu as des fonds euros, c'est ce qu'on appelle des obligations souveraines, c'est des obligations souvent d'État français. Tu as prêté ton argent à l'État français, il te le rend, c'est pour ça que ça rapporte moins de 2% net par an et que c'est pas rentable face à l'inflation, etc. Tout ce qu'on peut connaître, la hausse des prix aujourd'hui. Voilà un petit peu le petit récap, parce que c'est une obligation. Donc on ne peut pas acheter d'obligation directement sur le PEA, mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est pas extrêmement rentable. Après ça peut l'être selon certains profils et selon les différents risques des obligations, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, tu peux pas acheter des cryptos en direct, tu pourras pas acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, tu pourras les acheter via des ETF, mais pas en direct. Tu pourras pas acheter de l'or, pareil, tu pourras pas acheter de l'or directement en physique dans un coffre via un PEA, mais tu pourras l'acheter via un ETF aussi. Tu pourras pas acheter Tesla, tu pourras pas acheter Apple en direct, donc des actions américaines, et tu pourras pas acheter ce qu'on appelle des actions fractionnées. Donc en gros, si, imaginons, il y a une action qui est à 1000 € et que toi, tu n'as pas 1000 € à investir, mais tu veux investir que 100 € et tu veux les mettre sur cette entreprise-là, et bah du coup, tu ne pourras pas acheter 0,10 de l'entreprise. Ça, c'est uniquement sur le compte titre, le CTO, compte titre ordinaire, mais sur le PEA, ça ne va pas être possible. Mais tu verras avec les ETF, il y a des ETF à 5 €, il y a des ETF à 29-30 € comme le BNP du coup du S&P 500. Donc tu verras que c'est quand même très accessible si tu investis au moins 50-100 € par mois minimum. Quelles sont les 3 règles d'or du PEA? Le plafond, il est à 150 000 de versement, et c'est de versement. Je le répète ici, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, un peu plus haut, mais c'est vraiment de versement. Je connais des gens qui ont un PEA à plus de 500 000 €, donc c'est possible d'aller chercher bien plus loin, mais en tout cas c'est 150 000 de versement. Après, il faudra déposer du coup sur un CTO ou d'ailleurs sur une assurance vie. Le retrait avant 5 ans entraîne la fermeture du PEA. Ça, c'est un gros inconvénient, on va dire. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas mettre tout son argent, etc. J'ai fait d'ailleurs l'erreur quand j'étais plus jeune. Donc, moi, j'ai commencé à investir avec un compte titre. Ensuite, du coup, j'avais fait des gains, etc. J'avais revendu. Et ensuite, du coup, il y avait le PEA jeune qui est arrivé. Du coup, hop, j'ai créé direct le PEA jeune, j'ai mis tout mon argent dessus. Et ensuite, il a fallu que j'achète une voiture, et du coup, j'avais tout mon argent bloqué sur un PEA, qui était en gain, mais j'avais besoin d'acheter une voiture, et je voulais pas faire de crédit. Donc du coup, voilà ce qui s'est passé, j'ai dû fermer mon PEA, et après en rouvrir un plus tard. Donc j'ai perdu du coup, je crois, une année que je l'avais ouvert, donc j'ai perdu une année du coup de fiscalité avantageuse. Donc attention à l'argent qu'on met sur le PEA, il faut pas en avoir besoin dans les 5 ans,
sinon ça entraîne la clôture et du coup on paye la fiscalité non pas avantageuse, mais du coup la fiscalité classique, la flat tax ou le PFU, prélèvement forfaitaire unique, qu'on va voir juste en dessous. Après 5 ans, il y a une énorme liberté, on peut investir directement sur le PEA, on peut rajouter de l'argent, on peut directement vendre, on peut retirer aussi de l'argent, donc c'est vraiment quand même très très avantageux. Avant, je sais qu'on ne pouvait plus rajouter d'argent, mais ça a changé il y a quelques années, donc ça c'est très avantageux pour nous. Et la fiscalité, bien sûr, elle est réduite. D'ailleurs, quand on parle de la fiscalité, la voici. Avant 5 ans, on paye quoi? Si on retire l'argent avant 5 ans, du coup, on paye le PFU uniquement si on retire. Si tu achètes une action à 50 €, tu la revends à 100 € un an plus tard, tant que tu ne retires pas l'argent du PEA, il n'y a aucune imposition. Tu peux réinvestir tes gains, tu peux réinvestir tes dividendes que tu touches, ça reste dans un vase clos sur le PEA et tu peux les réinvestir. Par contre, si tu fais un retrait, c'est là que tu dois payer la fiscalité. Donc un retrait avant 5 ans, c'est le PFU, prélèvement forfaitaire unique, qui est maintenant, il était anciennement à 30%, maintenant il est à 31,4%, c'est un petit peu augmenté, c'est le jeu d'être en France, la fiscalité augmente. Après 5 ans, c'est du coup on paye simplement les prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, etc. Donc c'est 18,6%, c'est là que ça a augmenté, avant c'était 17,2%, mais du coup maintenant c'est 18,6%. Donc c'est toujours beaucoup moins que les 31,4%, on fait quand même une sacrée économie à ce niveau-là. Ensuite, il n'y a pas d'impôt tant que tu ne retires pas, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à vase clos, donc ça il faut bien le retenir, et même quand tu perçois un dividende, tant que tu ne le perçois pas sur ton compte personnel, mais tu le perçois sur ton compte espèce, le compte cash du PEA, du coup tu ne payes pas d'imposition là-dessus. Retrait anticipé, du coup bien sûr il y a des retraits anticipés qui sont avec des exceptions, tout n'est pas bloqué, il y a toujours une exception, c'est comme la règle française, il y a toujours une exception. Donc première chose, c'est si tu crées une entreprise, si tu reprends une entreprise, il faut bien regarder les critères, là j'ai mis les critères de base on va dire, il faut bien regarder si tu n'as pas été déjà propriétaire d'une entreprise, il y a sûrement des conditions en bas, en tout petit, qu'il faut bien lire avant de faire n'importe quoi à ce niveau-là. Je préfère vous mettre en garde à bien vous renseigner si vous faites partie d'une de ces exceptions de votre côté. Invalidité, licenciement, retraite anticipée, ça peut faire aussi partie des exceptions. Et ensuite, liquidation du titre. Donc ça, c'est plutôt rare. Si vous possédez une entreprise et qu'elle se fait liquider, en gros que c'est fini, du coup, elle n'existe plus en bourse, elle est décotée, bah, du coup, forcément, vous avez la liquidation. Et du coup, ça peut être partie d'une exception. Mais si vous avez plusieurs titres, etc., ça peut être un peu plus compliqué à ce niveau-là. Ensuite, on va faire la différence entre le PEA et le CTO. C'est les deux grandes enveloppes pour investir en bourse. On verra qu'il y a aussi l'assurance vie. Mais globalement, c'est les deux enveloppes qu'on conseille le plus et qu'on utilise le plus parce que c'est là où il y a le moins de frais. Donc le CTO, c'est le compte titre ordinaire. Là, tu as une liberté totale. Tu peux investir directement aux US dans des actions. Tu peux acheter des actions chinoises si tu veux, indiennes. Tu peux acheter vraiment tout ce que tu veux. Retirer l'argent, laisser l'argent sur le compte, retirer, remettre de l'argent, et de toute façon, tu payeras toujours la fiscalité à ce niveau-là dès que tu fais un gain. Donc c'est totalement différent du PEA. Le PEA, tu payes uniquement quand tu retires. Le CTO, tu payes dès que tu fais le gain, dès qu'il est sur le compte. Donc après, tu peux le retirer, le laisser, tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu as déjà payé la fiscalité. C'est ce que je disais, la fiscalité est plus lourde. L'impôt à chaque vente, donc voilà, l'impôt à chaque vente et à chaque dividende que tu perçois. Donc ça, c'est un petit peu chiant parce que du coup, pour les intérêts composés, du coup, tu réinvestis moins d'argent. Donc imaginons tu gagnes 100 € sur un PEA, tu réinvestis les 100 €, bah, les 100 € ils vont travailler encore à 10%, ça va te refaire encore 10 € supplémentaires. Alors que si bah, tu fais ça sur un CTO, du coup tu prends l'imposition, du coup comme on l'a vu, de 31,4, le PFU, et ensuite du coup tu réinvestis que 68,6, c'est ça. Et du coup, les 68,6, du coup, forcément, ils vont générer moins d'intérêts que les 100, et du coup, forcément, tu vas impacter les intérêts composés. Le PEA, lui, il est encadré, mais la fiscalité, elle est complètement imbattable. Aujourd'hui, en France, si tu veux investir sur les marchés financiers et que tu as envie d'avoir un avantage fiscal, il faut profiter absolument du PEA. Surtout si tu es dans la phase de capitalisation. Souvent, c'est une question d'âge aussi, c'est une question de stratégie. Donc, regarde bien ça de ton côté.
Donc, et du coup, c'est parfait sur le long terme, comme je l'ai noté ici. Ensuite, tu peux cumuler bien sûr le PEA, tu peux cumuler le CTO, tu peux même cumuler avec l'assurance vie, tu peux avoir ces 3 enveloppes d'investissement, ces 3 outils, ça dépend de ta situation, ça dépend de ton âge, ça dépend de ta stratégie, ça dépend d'énormément de trucs. D'ailleurs, on va voir la stratégie juste après, mais peut-être que toi aujourd'hui tu te dis ok, moi déjà il faut que je commence sur quoi? Sur un PEA, un CTO, une assurance vie, etc. et que t'as pas trop de stratégie. On va le voir ça juste après dans cette vidéo là, comme tu le vois avec la partie numéro 3, construire son portefeuille. Mais si aujourd'hui toi, t'as pas envie de le faire seul, t'as envie de te faire accompagner par des professionnels, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de cette chaîne YouTube. En description de cette vidéo YouTube, pardon, et du coup tu vas pouvoir candidater à notre accompagnement. Et si on sent qu'on peut t'aider, si tu as envie d'être accompagné en one-to-one par un coach, tu pourras directement le faire et on pourra t'aider à investir et créer une stratégie personnalisée à ton profil et voir ton portefeuille, etc. et voir toute ta situation. Ceci étant dit, passons à la partie numéro 3, construire son portefeuille. Donc comment construire sa stratégie personnalisée? En réalité, c'est simple et c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est simple avec tous les critères que je vais donner, mais après, il faut que tu sois sûr de toi. Donc c'est pour ça que si tu as envie de candidater à un accompagnement pour qu'on te valide ça, au moins comme ça, tu es sûr de ce que tu fais et tu ne vas pas perdre des milliers d'euros potentiellement de ton côté. Stratégie d'investissement se construit à partir de différentes choses. Ta situation familiale, si tu as des enfants, si tu n'en as pas, si tu es célibataire, si tu es marié, si il y a énormément de choses qui peuvent varier à ce niveau-là. Tes objectifs de vie, est-ce que c'est d'être rentier dans 10 ans? Est-ce que c'est d'être rentier dans 5 ans? Est-ce que tu as le capital pour que ce soit possible aussi? Parce que bien sûr, si tu investis 100 € par mois, que tu n'as aucun capital de départ, tu ne serais pas rentier dans 2 ans. C'est complètement impossible. On n'est pas sur du loto à ce niveau-là. Ensuite, il faut regarder tes responsabilités financières, il faut regarder ton temps disponible à passer du coup à gérer tes investissements. Ensuite, ton âge, ton horizon d'investissement, donc le temps qui te reste, ton niveau de connaissance, ton capital actuel disponible pour investir, ta capacité d'épargne mensuelle et surtout ta capacité d'épargne d'investissement, parce qu'il y a la capacité d'épargne que tu mets de côté et quelle partie de cette capacité-là tu veux investir tous les mois sur les marchés financiers. Et il y a bien sûr ta tolérance au risque. En vrai, en bourse, j'entends souvent les gens ils disent oui, ok, il y a du risque en bourse, etc. En bourse, je pense qu'il y a 2 choses qu'il ne faut pas confondre, c'est le risque et la volatilité. La volatilité, ça c'est sûr, tu en auras tout le temps en bourse, ça va toujours varier, ok, ça baisse de 1%, ça remonte de 2, etc. Ça c'est ok, mais par contre, le risque, en réalité, il n'y en a aucun. Si tu laisses ton argent pendant 5 ans, 10 ans, tu n'as aucun risque à investir en bourse. On sait que le marché va remonter. Sinon, ça veut dire que c'est la fin du capitalisme, c'est la fin de l'économie, c'est même pire que la Troisième Guerre mondiale. Donc on aura toujours besoin d'argent, l'économie va toujours continuer de tourner, il y aura toujours des entreprises pour embaucher les gens et il y aura toujours des richesses de créer. Donc il n'y a pas de risque en bourse pour moi, et plutôt de la volatilité. Du coup souvent les gens font mal la distinction entre les deux, donc je préfère te le dire ici. Et du coup, petit conseil qui est extrêmement important, ne copiez pas les portefeuilles que vous voyez sur YouTube, que ce soit le mien, que ce soit celui de tous les autres youtubeurs ou infopreneurs, etc. Ne copiez surtout pas les portefeuilles, mais construisez le vôtre par rapport à votre situation, combien vous investissez par mois et toutes les choses qui peuvent s'apparenter à votre profil. Combien investir maintenant? Donc avant tout déjà, il faut absolument une épargne de précaution. Si vous n'en avez pas, je vous invite à, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo, mais je vous invite à mettre une épargne de précaution 6 mois, il y en a qui disent 3 mois comme j'ai noté ici, 3 à 6 mois, je pense que c'est le minimum. Si on a une famille, etc., peut-être qu'il faut même aller à 8 mois, peut-être à 1 an pour certains. Donc ça dépend, c'est vraiment personnel. Moi, je sais que je laisse de mon côté 10 000 € de côté et ensuite tout le reste, je l'investis, etc., que ce soit dans le business, en bourse, dans les crypto-monnaies, etc. peut-être. Donc voilà, donc je sais que moi je fonctionne comme ça, je sais chacun a un seuil par rapport aussi à son niveau de vie, combien il dépense par mois, et quel niveau de risque il est prêt à accepter pour sa situation, et quel est son niveau de revenu, il y a tellement de conditions, donc ça c'est personnel. Si tu ne l'as pas, du coup, je te conseille de ne pas investir. Il faut vraiment une épargne de précaution avant d'investir. Il y a déjà des gens qui ont rejoint l'accompagnement, qui ont investi, qui n'avaient pas énormément d'épargne de précaution, mais ils habitaient chez leurs parents, il n'y avait quasiment aucun risque, donc forcément c'est aussi la situation qui peut jouer. Donc voilà, donc c'est ton airbag financier, c'est ton coussin de sécurité, c'est ton matelas de sécurité s'il est un peu plus gros, on va dire, à ce niveau-là.
Ensuite, comment calculer ton montant disponible, ton montant que tu vas pouvoir investir toi de ton côté. Donc tu fais tes revenus, moins tes charges, moins ton épargne de précaution, si tu ne l'as pas encore constituée, égale ta capacité d'investissement mensuelle. Donc c'est important de garder de l'argent, l'épargne de précaution, l'épargne de voyage, etc. pour partir en vacances. On ne va pas l'investir en bourse parce qu'elle ne sera pas disponible, ou elle sera disponible mais peut-être pas au bon moment. Sur un PEA, elle ne sera pas disponible, tu ne pourras pas la retirer. En tout cas, tu pourras la retirer mais sans l'avantage fiscal, ça serait un peu bête. Mais il faut mieux se dire, ok, quand j'investis au moins pour 5 ans, et comme ça, ça va être beaucoup plus clair pour toi, et tu vas avoir beaucoup moins de risques de volatilité, on va dire. Le plus important, c'est ce que tu mets chaque mois. C'est pas le capital initial. Il y a plein de gens qui disent, oui, mais moi, j'ai pas 50 000 euros à mettre, etc. Ouais, c'est ok. Moi, quand j'ai démarré, j'avais pas 50 000 euros à mettre, je vous rassure. Donc voilà, le capital initial, c'est pas du tout le plus important, c'est vraiment secondaire. La richesse, elle se construit vraiment, et des intérêts composés, avec vraiment la régularité, de mettre 100 euros chaque mois, 200 euros chaque mois, et de faire ça tous les mois de manière récurrente. C'est ça qui va créer directement les intérêts composés et qui va créer une richesse et qui va sécuriser votre avenir sur le long terme. Là, j'ai fait une mini simulation. Donc, si vous investissez, on va dire 250 euros par mois pendant 20 ans à 10% par an en moyenne, ce que fait le marché, par exemple le S&P 500 depuis 1957, depuis sa création, il fait en moyenne un peu plus de 10% si on réinvestit les dividendes qu'on touche tous les ans. Du coup, ça est égal 190 000 euros à peu près, dont seulement 60 000 euros viennent de votre poche. 60 000 euros que vous avez mis du coup sur votre PEA par exemple, à ce niveau-là. Et environ 130 000 euros viennent des intérêts composés. Donc là, vous voyez justement, là on voit en plus les 60 000 euros. Donc tout à l'heure, on a parlé que le plafond du PEA, c'était 150 000 euros. Donc là, on voit qu'il n'y a que 60 000. Donc on peut investir encore même 90 000. Donc vous imaginez, là on est déjà à 190 000, donc on peut monter bien plus haut. Comme je vous ai dit, je connais quelqu'un qui a un PEA à plus de 500 000 euros. Ensuite, du coup on voit que ça fait 32%, c'est ton argent que tu as investi toi, et 68% sont les intérêts composés. Donc c'est énorme. Je vous ai fait le détail du calcul juste ici. Donc ça fait 189 000, ça fait quasiment 190 000. En investissant 60 000 euros pendant 20 ans, vous allez pouvoir générer 129 000 euros de gains. C'est énorme. Bien sûr, ils seront fiscalisés. On est en France, on connaît, mais c'est quand même énorme à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut acheter sur le PEA? Dans quoi est-ce qu'il faut investir? Donc en réalité, pour 70% des gens, les ETF, ça reste la solution la plus simple, la plus rentable et la plus passive. Les critères, c'est quoi? Je vous invite à regarder chez un ETF le prix unitaire. Si c'est un ETF qui vaut 500 euros et que vous investissez 100 euros par mois, vous n'allez pas attendre 5 mois pour pouvoir le racheter. En plus, sur un PEA, vous ne pouvez pas acheter des fractions, que ce soit des ETF ou des fractions d'actions. Donc il faut vraiment faire très attention au tarif unitaire de l'ETF. Ensuite, on a les frais, donc ce qu'on appelle le TER. Je vous invite à regarder ça sur différents sites que vous pouvez trouver sur Internet. Ensuite, c'est l'encours, donc en gros la capitalisation, combien il y a d'argent sous gestion dans cet ETF-là. La disponibilité chez votre courtier, donc ça c'est très important parce que si l'ETF n'est pas dispo et que tu as un compte chez Boursorama Bank et que c'est pas dispo, du coup il faut peut-être aller plus chez Interactive Broker, Trade Republic, DeGiro, Bourse Direct, etc. tous les courtiers du marché. Moi personnellement j'investis chez Interactive Broker qui est pour moi le meilleur courtier du marché, qui est lui-même coté en bourse. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement solide et qu'il est extrêmement aussi transparent sur ses frais et sur l'encours qui gère au final avec tous ses clients les liquidités. Disponibilité, donc chez ton courtier, on vient de le voir. Capitalisant ou distribuant, donc ça c'est selon votre stratégie. Est-ce que vous voulez capitaliser, réinvestir les gains, ou est-ce que vous voulez plutôt les distribuer pour pouvoir vivre de vos rentes? Après, vous pouvez faire la même chose, ce que je dis souvent à nos membres, c'est si vous voulez capitaliser, vous pouvez investir sur un ETF capitalisant. Et en plus, l'avantage d'investir sur un PEA et de changer de stratégie après d'être distribuant, c'est que vous pouvez revendre l'ETF, là ça va peut-être être un peu technique, mais vous pouvez revendre l'ETF qui est capitalisant, hop, vous prenez les gains, et vous le remettez sur un ETF qui est distribuant. Et le fait de changer comme ça d'ETF,
sur un PEA, ça va vous coûter 0 parce que vous ne sortez pas du PEA. Après, bien sûr, vous allez être fiscalisé sur les dividendes que vous allez pouvoir retirer tous les mois, mais par contre, vous n'allez pas être fiscalisé sur le changement d'ETF, donc le changement un petit peu de stratégie. Alors que sur un CTO, vous achetez pour 100 000, ensuite ça vaut 200 000. Quand vous changez de stratégie d'un ETF à l'autre, vous allez être imposé sur les 100 000 euros, donc du coup ça fait quand même pas mal d'impôts, plus de 30 000 euros. C'est un petit peu chiant quand même. Pour pas se tromper, du coup, il y a deux ETF. ETF soit Europe, StockX 600, StockX 50, ETF S&P 500, que j'aime énormément avec le, par exemple, BNP Easy S&P 500, qui est environ à 29-30 euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc tout le monde peut l'acheter un petit peu tous les mois. Partie numéro 4, la partie je pense que vous allez préférer, c'est le plan d'action en 5 étapes pour commencer à investir dès aujourd'hui. Oui, si tu n'as pas encore investi, tu vas investir dès aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Alors, première étape, c'est ouvrir un PEA pour prendre date. Le PEA, il démarre dès qu'on met nos premiers euros sur le PEA. Il ne démarre pas dès qu'on fait le premier achat, il démarre dès qu'on met nos premiers 10 euros. Donc, je vous invite à prendre date le plus rapidement possible. C'est pour ça que je vous dis de le faire aujourd'hui, même si vous n'allez pas investir aujourd'hui, il faut une stratégie, etc. On pourra voir ça ensemble d'ailleurs, mais il faut vraiment que vous preniez date aujourd'hui. Vous pouvez l'ouvrir chez Boursorama, Bourse Direct, Fortuneo, Interactive Broker. Comme je l'ai dit, c'est le courtier que j'utilise, Interactive Broker, qui est très très bien et très sécurisé. On veut du coup les frais qui sont bas et les ETF qui sont disponibles. Pourquoi Interactive Broker? Des frais quasiment les plus bas du marché et un nombre d'ETF du coup vraiment quasiment infini qui est disponible. Ils sont tous là-bas parce que c'est un gros courtier. Donc voilà, donc prendre date c'est indispensable. Ton PEA il peut être transféré plus tard vers un meilleur courtier si aujourd'hui tu prends date ok avec ta banque etc. C'est un petit peu galère de le transférer, je vous avoue, surtout si les banques ont envie de vous garder comme client, elles ne sont pas très collaboratives, mais c'est possible de le transférer. Deuxième étape, construire sa stratégie. Ça, c'est l'étape la plus importante. On ne se lance pas si on n'a pas de stratégie. Quand tu vas à un endroit sur la carte de France et que tu ne sais pas où tu vas, oui, tu peux regarder les panneaux, etc. Ça va être un petit peu galère. Si tu as un GPS qui te dit exactement prends la route à droite, etc., tu vas aller forcément beaucoup plus rapidement. Si tu as Waze, tu vas aller beaucoup plus rapidement, tu vas même éviter les bouchons. C'est un petit peu pareil, il faut vraiment une stratégie pour aller tout droit à ton objectif et le plus rapidement possible. Troisième étape, sélectionner les actifs sur lesquels investir. Est-ce que tu investis sur des ETF? Est-ce que tu investis sur des actions, des entreprises? Sur quoi tu investis? Est-ce que tu investis sur des obligations? Ce ne sera pas sur un PEA, tu l'as compris, mais ce sera plutôt sur un CTO. Donc voilà, il faut vraiment savoir sur quel actif tu as envie d'investir. Quatrième étape, c'est investir au moins une fois par mois et tous les mois, il faut vraiment que tu investisses. Le même montant, c'est la clé sur le long terme. Moi, personnellement, quelle est ma stratégie? Donc moi, j'ai une stratégie entre des ETF et des actions. Et ensuite, j'investis tous les mois la même somme, donc imaginons 500 euros par mois. 500 euros par mois, j'investis tous les mois. Et dès que le marché est un peu plus bas, je mets un peu plus d'argent parce que je suis un peu plus expérimenté. Mais ce que je vous conseille, vous, dans un premier temps, c'est vraiment d'investir chaque mois la même somme, que le marché baisse, que le marché baisse, c'est plutôt comme ça, que le marché monte comme ça. Donc, vous faites juste ça, vous faites ça pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, et je pense que vous remercierez d'avoir regardé cette vidéo et de l'avoir implémentée dans votre vie de tous les jours. 5e étape, faire un check-up annuel, donc suivi de vos allocations. Est-ce qu'on met 70% sur des ETF? Est-ce qu'on met 30% sur des actions? Est-ce qu'on a 10% de crypto-monnaie, etc. Il faut vraiment une stratégie globale de votre patrimoine, c'est vraiment important de faire ça. Et souvent, nous, justement, les membres qu'on a, si quelqu'un a déjà énormément d'immobilier, on ne va pas acheter des entreprises en bourse qui font de l'immobilier. Du coup, il faut vraiment voir le patrimoine globalement, c'est extrêmement important. Ensuite, regardez le TER, du coup, en gros, les frais annuels que vous avez sur votre ETF. Ensuite, le rééquilibrage. Donc, si ton ETF aujourd'hui, il ne te convient plus au bout d'1 an, tu peux le vendre, tu peux en acheter un autre, tu peux même ne pas le vendre, juste le garder et après en acheter un autre. Si, je sais pas, il y a des ETF qui sont plus chers au prix unitaire, mais qui ont moins de frais annuels, moins de TER, du coup, ça peut être intéressant si, je sais pas, ta capacité d'investissement a augmenté mensuellement. Donc fais attention à ça, tu peux vraiment optimiser énormément de choses. Et quand on sait à combien nous coûtent les frais sur 10 ans, sur 20 ans, c'est de l'argent qu'on n'a pas dans notre poche et qu'on aimerait bien plutôt l'avoir dans notre poche. Et ensuite, dernière chose, vérifier que ta stratégie colle toujours à ta
situation et à ta vie. Peut-être que tu vas avoir un enfant, peut-être que justement tu vas avoir un enfant qui va partir de la maison, ou qui va arriver, etc. Et bah, forcément, ça va varier. Il faut vraiment que ta stratégie, elle s'adapte à ta situation pour que tu continues de la suivre. Faut pas se dire, ok, j'investis 300 € par mois, et à un moment, ouais, je peux mettre plus que 200, etc. Bah, j'arrête tout, je fais plus rien, etc. Non, il faut adapter la stratégie à investir 200 € par mois. C'est totalement possible. Voilà, tu sais maintenant comment fonctionne un PEA, quoi acheter, comment investir, combien investir, et surtout, comment lancer ton premier investissement dès aujourd'hui. Bien joué à toi d'être arrivé jusqu'ici, puisque très peu de personnes prennent le temps de se former sérieusement sur leurs finances, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si tu hésites encore à investir et que tu n'as pas envie de le faire seul, je comprends totalement, j'étais à la même place que toi il y a quelques années, donc si tu as envie qu'on t'accompagne avec mon équipe, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, et on verra si on peut t'aider de notre côté. Je te souhaite une excellente journée, excellente soirée, à très vite, ciao ciao.